Ivoirois, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes, bonjour. C'est l'heure de notre émission, les directs politiques du docteur Israël Ngoran. L'ordre de la discipline commence par le respect de l'heure. Alors pour ceux qui sont déjà là, soyez les bienvenus. Le thème annoncé, c'est le projet de développement du REVAS. Le REVAS a pondu son programme de société que nous avons en Côte d'Ivoire depuis un certain temps. Il est en vente, vous pouvez vous le procurer. Il y en a en Europe, en France, aux États-Unis, il y en a. Il y en a en Italie. Voilà, ici en Côte d'Ivoire, il y en a. Nous ne parlons pas pour parler, nous parlons sur la base d'un projet de société. Je l'ai dit, le leadership est à 3 piliers. Le premier pilier, c'est le leader lui-même. Un homme sage, intelligent, charismatique. Et au REVAS, les frères et sœurs, nous font l'honneur de reconnaître en votre serviteur, Dr Israël Ngoran, cette qualité de leader. Je leur en suis très reconnaissant et je remercie Dieu. Ensuite, dans le leadership, il faut un projet. Et au REVAS, nous ne sommes pas orphelins de projet. Nous avons notre projet de société intitulé « Comment sauver la Côte d'Ivoire ». Il faut au leadership un peuple. Et là, nous allons à la conquête de ce peuple. Ce peuple qui n'est autre que l'électorat ivoiriois, l'électorat du peuple de Côte d'Ivoire, celui auprès de qui nous sollicitons le vote. Et c'est ce peuple intelligent qui doit pouvoir entendre les projets, qui doit en comprendre la teneur afin qu'il décide. C'est pourquoi nous venons nous adresser à ce peuple intelligent. Et j'ai confiance en chaque Ivoiriois, j'ai confiance en chaque Ivoirienne pour leur capacité à analyser et à discerner. Nous sommes un peuple intelligent. Peut-être que la terreur sur notre tête fait que beaucoup se sont terrés, mais j'ai confiance que ce peuple peut comprendre. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet de développement. Quelle est la définition du mot développement? Quand vous prenez le dictionnaire, le développement est présenté comme le fait pour quelque chose de progresser, de s'accroître, de prendre de l'importance. Donc le développement, c'est le fait pour quelque chose de progresser, de s'accroître, de prendre de l'importance. Donc vous comprenez, bien-aimés frères et sœurs ivoiriens, que ceci donne l'idée qu'on débute sur quelque chose qu'on doit faire grandir. C'est-à-dire que le développement part d'un élément qui existe et on doit le faire grandir. Mais dans ce domaine politique où nous sommes, il est question de quoi? Qu'est-ce que nous devons développer? Vous voyez, la politique à visage humain, la politique humaine a pour matière d'œuvre l'homme. Donc, toute politique honnête, humaine, sociale, doit commencer par l'homme. Et tout va se terminer par l'homme.
C'est le symbolisme même de la vie. Quand vous regardez la vie commence par l'homme, la vie se termine par l'homme. Il faut l'homme pour engendrer l'homme, il faut l'homme pour enterrer l'homme. En tout cas, quand il n'est pas maudit pour mourir dans des conditions inhumaines et que ton cadavre ne soit livré par malédiction aux oiseaux du ciel ou aux chiens, normalement, c'est l'homme qui accouche l'homme et c'est l'homme qui enterre l'homme. Donc tout commence par l'homme et tout se termine par l'homme. Donc la politique doit avoir un visage humain. Comme je dirais, la politique doit être humaine. Donc il est question de quoi? Donc lorsque nous parlons de développement, il est question du besoin de l'homme. Le développement, dans ce cas, c'est satisfaire aux besoins de l'homme. Or, le besoin de l'homme est conjoncturel et en plus, le besoin de l'homme est croissant. Le besoin de l'homme est conjoncturel et le besoin de l'homme est croissant. Que faut-il entendre par conjoncturel? Le mot conjoncture c'est défini comme la tendance du moment. Et donc, quand nous disons que le besoin de l'homme est conjoncturel, c'est-à-dire que le besoin de l'homme est lié à l'époque où l'homme se trouve. Ce dont l'homme avait besoin en 1960 n'est pas le même dont l'homme a besoin aujourd'hui en 2019. Donc, ce que le politicien devait prévoir en 1960 n'est pas le même qu'il doit prévoir pour 2019 et au-delà. Donc, on doit tenir compte du moment et du besoin. Nous sommes en 2019, on a des besoins qui sont liés à cette période. En 2050, on n'aura certainement pas les mêmes besoins, même si d'autres vont subsister. Ensuite, nous disons que le besoin il est croissant. D'abord, premièrement, parce que la population elle-même augmente. Dès lors que la population augmente, le besoin des hommes va croître. Là où 10 personnes sont, le besoin n'est pas le même que là où se trouve 1 million de personnes. C'est pourquoi il est important de planifier. C'est pourquoi il est important de projeter dans le but d'anticiper. C'est alors qu'on va se poser une question importante. Qui connaît le besoin de l'homme? La réponse, elle est évidente. C'est l'homme lui-même. C'est l'homme qui connaît le besoin de l'homme. Donc, on va élargir notre question. Qui connaît les besoins des populations de Côte d'Ivoire? J'ai dit des populations parce que je pense à la séparation culturelle. Mais naturellement, ce sont les populations elles-mêmes qui connaissent leurs besoins. Qu'est-ce qui nous est donné de constater jusque-là? Encore quand nous avons la chance, on attend aux portes des élections pour venir faire des discours de semblant de projets de société que le peuple n'a pas le temps d'analyser et d'appréhender parce que de toute façon, jusqu'à ce que nous entrons dans la scène politique ivoirienne et de proposer afin de soumettre notre peuple intelligible au raisonnement, à l'étude, à l'analyse, le peuple de Côte d'Ivoire n'a toujours servi que de bétail électoral qu'on vient affronter à la période d'octobre à coups de bouteilles de liqueur, de tricot et de gobelets plastiques pour solliciter leur vote. Mais ce peuple vote sans savoir où il va. Ce peuple vote sans savoir quoi il vote. La politique qui gêne les gens aujourd'hui, c'est que nous ouvrons une porte pour dire aux Ivoiriens
et aux Ivoiriennes. Parce que j'ai confiance en leur intelligence. Que désormais, fini le vote par tricot, fini le vote par gobelet, fini le vote émotif, fini le vote régional. Parce que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il y a des villages, on ne peut pas y accéder parce qu'il n'y a pas de route. Et quand vous y entrez, que vous trouvez des cases, vous avez mal au cœur. Après combien d'années d'indépendance? Parce que le peuple n'a pas su faire prévaloir ses propres intérêts. Le peuple fait prévaloir les intérêts de quelques politiciens transformés en demi-dieux. Eux et leurs familles et quelques amis se sucrent sur le contribuable. Eux, ils dorment en Europe, venir travailler à Abidjan. Leurs enfants sont scolarisés là-bas, alors que les nôtres sont assis sur les bouts de bois, sous des papeaux, pour aller à l'école. Parce que le peuple lui-même n'a pas pris soin de penser à son propre intérêt, à ses propres besoins. Les candidats arrivent, ils saoulent ce peuple au Koutoukou, au Bangui. Les chefs de village sont arrosés de quelques petits billets sales de CFA. La corruption bat son plein. Demain, un individu sort de ce semblant d'élection et nous parlons de démocratie. Au point où les gens nous parlent de paix de la démocratie. Qui est la mère alors? La Côte d'Ivoire n'est pas encore démocratique. La Côte d'Ivoire a eu le multipartisme. Et d'ailleurs, c'est là le malheur de notre peuple. On est tous tellement concentrés à la conquête du pouvoir d'État qu'on oublie l'intérêt du peuple. Et ce peuple, analphabète pour la plupart, manipulé, est tombé dans un grand jeu de division. Mais au Révas, nous allons travailler méthodiquement avec notre pédagogie pour ouvrir les yeux de ce peuple. Nous réussirons. Vous pouvez pleurnicher, roi. Que les gens confondent la lutte contre l'imposture et la lutte politique nationale. S'il est question que nous nous engageons dans une lutte contre l'ennemi qui nous vient de l'extérieur, nous allons tous nous rassembler sous notre... Nous allons nous rassembler sous notre drapeau et nous allons aller à la conquête de notre liberté. Nous allons ensemble combattre l'ennemi qui vient de l'extérieur. Mais quand nous avons fini, il y a la politique intérieure. Et la politique intérieure, ça c'est entre nous. Quand nous allons à un match de football, la SEC, je n'ai pas à cacher que je suis supporter de la SEC, même si je n'ai plus trop le temps de m'occuper du football. Il y a l'Africa en face. Ces deux équipes de Côte d'Ivoire, président, secrétaire, joueurs, sont tous, pour certains, la plupart, de notre peuple. Mais lorsqu'ils s'en vont jouer le match, lorsqu'ils s'en vont jouer pour conquérir la coupe Félix Houphouët-Boigny de l'indépendance, ils sont des adversaires. Je n'ai pas dit qu'ils sont ennemis, j'ai dit qu'ils sont adversaires. Chacun va s'entraîner. Chacun va recruter les meilleurs joueurs parce qu'il veut gagner la compétition. C'est à son honneur. La prochaine compétition en Côte d'Ivoire aura lieu en 2020. Je veux la gagner. Et comme nous sommes dans la politique intérieure, Gbagbo, Bédié, Ouattara sont mes adversaires politiques. Et comme disait Gbagbo Laurent, on ne fait pas de passe à l'adversaire. Alors, leur projet, s'ils en ont,
Mais surtout, eux, ils ont leur passé contre eux. Mais je vais le passer au peigne fin pour les tacler. Ça ne vous plaît pas, c'est votre problème. Mais moi, je vais ouvrir les yeux d'un peuple. Et c'est ça qui compte. C'est pourquoi je leur parle du développement. Et j'ai dit que le développement a un visage humain. Quand nous sommes dans une politique humaine, on ne s'assoit pas dans un bureau à Abidjan pour pondre un développement pour un peuple qu'on ne connaît même pas. C'est pourquoi on doit mettre notre projet au jugement du peuple. Et ce peuple doit analyser ce projet et dire, nous, ça ne nous convient pas. Modifie-le. Ou bien ça nous convient, auquel cas nous savons que si tu gagnes, ça nous fera du bien, donc on te soutient. Voici le raisonnement que nous attendons. Naturellement et aussi simplement que possible. C'est pourquoi nous disons que vous ne pouvez pas écrire un projet de société sans le peuple. Vous ne pouvez pas écrire un projet de développement sans le peuple. Aujourd'hui, si nous avons pris un si grand retard, ce n'est pas à cause de la France. Je nie pas leur part de responsabilité. Ce n'est pas à cause des pays du Nord. Mais c'est à cause de nous-mêmes. Aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire continue de croire que le pays appartient au président de la République. Cela se ressent dans le comportement des syndicats. Nous, on ne va pas au travail. Le président, il va voir. Il va voir quoi? Le pays sera détruit. Demain, il fuit, il va vivre en France ou aux États-Unis. Tu vas le voir où? De toute façon, il a déjà son passeport pour partir. Ou bien des gens qui brûlent les choses sur le goudron. Il va voir. Le président, il va voir quoi? Au moins, ce qu'ils ont laissé tomber de leur bouche, qui a produit quelques éléments sur la route, tu veux gâter. Cette façon idiote et bête de faire la politique, là, il faut changer. Allons maintenant avec le cerveau, the mind. Je le dis toujours, ton bébé adoré est dans la main d'un fou. Tu fais quoi pour le reprendre? Tu agresses le fou? Tu tires sur lui à la calache? À la roquette? Tu vas tuer ton bébé. Mais est-ce que tu ne peux pas l'amener à déposer le bébé? Donc, entre tirer sur lui, lui tendre des pièges, au risque de tuer ton bébé, réfléchis à comment tu peux l'emmener à déposer ton bébé. La Côte d'Ivoire est notre bébé. Vous ne voyez pas que depuis 26 ans, la Côte d'Ivoire est défigurée dans les mêmes alliances contre nature, dans les mêmes alliances d'hypocrite et d'hypocrisie. Deux se mettent ensemble pour chasser un. Après, l'équipe change pour chasser l'autre. Après, l'équipe change pour chasser un autre. Et on a fini par mettre le peuple front contre front. On a fini par mettre le peuple tête contre tête. Et on s'est satisfait de ça. On s'appelle politicien. On s'appelle ancien président. Vous voyez? Tant qu'on parle de la politique intérieure de la Côte d'Ivoire, on ne va pas avoir de langue de bois. Je ne peux pas aimer un être humain plus que ma nation. Je ne peux pas supporter un être humain au détriment de tout un peuple. Vous voyez, on va venir au détail du... Vous voyez, quand vous êtes un peuple, si vous n'êtes pas honnête, si vous n'aimez pas la vérité, vous ne pouvez pas sauver votre peuple. C'est-à-dire, regardez-moi bien, vous vous appelez Gore, vous vous appelez Probédié ou Prowatara, regardez-moi bien. J'ai pitié de vous. Dans toute la clarté et la splendeur du mot pitié. Commençons par le petit Soro Guillaume. Il s'élève, il orchestre une rébellion, il tue des milliers d'Ivoiriens.
vous vous levez subitement, vous dites, non, Soros c'est notre frère, donc nous on le prend avec nous. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le mal qu'il a fait, vous n'avez pas vu. C'est pas grave. Donc demain, il aura un autre Soros. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que votre enfant fait une bêtise. Vous couvrez. Vous ne l'amenez pas à la repentance. Vous ne l'amenez pas à vomir le mal de ses entrailles pour promettre de changer. Mais c'est votre frère. Pourquoi? Parce que désormais, vous créez quelqu'un qui n'est pas votre frère qui est en face de vous. C'est ça? Attendez. Ce que vous considérez comme votre frère ou bien vos frères, pour lesquels vous ne voulez pas qu'on parle, parce que vous estimez aujourd'hui que c'est Alassane Dramane Ouattara qui est l'ennemi à abattre. Naturellement, nous allons aux élections en 2020. Il est le président sortant, obligatoirement, c'est lui qu'il faut battre. Je ne sais pas s'il va être candidat, mais c'est lui le président sortant. Logiquement, c'est lui qu'on doit battre. Je me mets dans le starting block de départ parce que je veux le battre. Ok? Mais cela reste un jeu politique, social. Parce qu'à la fin de la compétition, nous ne devons pas venir compter les morts, ni enterrer les morts, ni embellir des cercueils et des cimetières. Mais nous venons pour vivre heureux avec une population. C'est à ça que nous pensons. Et donc, j'ai dit, vos alliances à la con, ça a commencé comment? Par Gbagbo, à partir de 1993. Parce qu'il fallait coûte que coûte abattre Bédié. Ça s'est terminé par le coup d'État. On appelait ça le boycott actif. Les planteurs en ont souffert. Ils ont été chassés de l'Ouest. Leur destination, c'était Yamoussoukro. Donc ça là, Gbagbo n'a rien fait. Il a les mêmes droits que moi. Quand nous sommes sur notre territoire ivoirien, il a les mêmes devoirs que moi. Il ne peut pas se permettre des actes que des groupes d'illettrés croient qu'on ne peut pas lui reprocher. Dans notre pays. Et pourquoi? Il est qui? S'il est ton Dieu, il n'est pas le Dieu du peuple de Côte d'Ivoire. Alors tu vas t'asseoir là, tu vas me regarder, je vais te dire ça. Aujourd'hui, nous souffrons encore du boycott actif. Parce que vous oubliez que le feu, il y a eu un départ. Le coup d'État est venu. Bédié est tombé. Bédié voulant se venger à son tour de Gbagbo, parce que c'est un revanchard, va aller trouver l'ancien partenaire de Gbagbo. Et ils vont former leur HDP. C'est à coup de bombes venues de la France, dans la destruction de nos institutions qui se sont installées. Lorsque nous, on parlait de la politique nationale, pourquoi on nous attrape pour nous envoyer en prison là? Bédié était encore au golf, une façon de parler. Qui a fait l'appel de Daoukro? Ah bon? Tu as fait l'appel de Daoukro. Ah, on dirait que tu n'as pas eu le bénéfice qu'il faut. Comme notre peuple se laisse manipuler, tu sors là un matin et puis tu viens dire au peuple que c'est ton partenaire là qui est à battre parce que c'est lui qui est mauvais. C'est ton partenaire là qui est à battre parce que c'est lui le méchant. Et ce peuple va te croire, va te suivre. Et moi, Israël Ngoran, né de père et de mère ivoirois, je vais m'arrêter là pour t'écouter. On va t'écouter. Et le peuple va t'écouter. Quel est le raisonnement que tu tiens? Oui, on est ivoirien, on n'a qu'à se mettre ensemble, on va chasser l'autre. Mais tu étais avec lui, non? Et tu as oublié les bombes? Tu as compté les morts dans les cimetières? Bédié, est-ce que tu as pris soin même de venir te tourner vers ton peuple pour nous expliquer les raisons pour lesquelles tu étais au golfe? Est-ce que tu t'es tourné vers le peuple de Côte d'Ivoire pour leur expliquer les raisons pour lesquelles
Tu as soutenu le bombardement de ton propre pays. As-tu demandé pardon pour tes mauvais actes? Les surfacturations de... Comment on appelle ça? Saut de sucre et autres. Tu nous en as parlé. Pourquoi subitement, ce peuple que je vois à l'agonie veut voir en toi un modèle à suivre? En bon, moi je suis enseignant. La jeunesse que nous formons là, je pense qu'elle n'a pas droit de vous considérer comme des héros. Ni toi, ni Gbagbo, ni Soro Guillaume. Tant que ce peuple voudra s'aligner derrière vous parce qu'il a été trompé par l'émotion, pour vous considérer comme des héros, moi je dirais non. Je parle de vous avec des actes précis, des dates précises. La réplique que les gens envoient, non, il est parti en prison, donc la prison l'a changé, on l'a payé, il a été vendu. Ça, c'est des comportements d'enfants. Moi, j'ai là un projet que je défends. Envoyez le projet de vos gourous là, et puis on va en discuter. Sinon, toutes vos petites vidéos que vous faites, je vois, mais ça m'arrange, vous parlez de moi. C'est maintenant, alors que vous avez profité de Alassane Dramane Ouattara pour avoir ce que vous voudrez. Et quand au dernier moment, Bédié n'a pas le pouvoir parce que Ouattara ne veut pas lui donner, tu vas venir nous trouver, nous, ceux qui tu as tiré, pour dire que c'est Ouattara qui est mauvais. Non. Dans mon raisonnement et selon ma culture, parce que je parle de retour aux valeurs sources, ce n'est pas Ouattara qui est mauvais, c'est toi, Bédié, qui est mauvais. Maintenant, vous pouvez penser que Ouattara m'a payé en prison, bien m'a maltraité, donc j'ai changé. Nous, au Revas, nous parlons de la politique de rupture. Allez-y au Conseil constitutionnel. Vous trouverez mes courriers qui sont là-bas. Vous pensez que j'ai le temps de vos leaders, là, des destructeurs de la Côte d'Ivoire? Maintenant, avant de continuer, j'ai entendu des gens dire que moi, ils aimaient mon engagement, que mon engagement a changé. Mais reprenez l'engagement qui a changé là, et puis continuez vous-même. Parce que, vous voyez, vous êtes incapables. Parce que si vous étiez des hommes et des femmes capables de porter un projet, quand Gbagbo était en prison, vous aurez porté le projet qu'il avait. Mais est-ce que vous avez été capable de porter le projet? Vous attendez qu'il soit de prison pour venir vous sauver. C'est pas ça. Vous faites comme si vous êtes crédible pour parler au nom de Gbagbo. Moi, je vous regarde, je répète, j'ai pitié de vous. Gbagbo est à la haie. 7 ans. Vous vous couchez à la haie. Gbagbo, il faut sortir, tu as venu nous sauver. La dernière fois, j'ai lu un texte de Kofi Kofi, l'ancien ministre de l'artisanat. J'ai pleuré. C'est Gbagbo, vous attendez pour vous sauver. Le monsieur, il est en prison. Aujourd'hui même, il y a un appel encore sur son dos. Et c'est lui, vous attendez pour vous sauver. Et vous vous croyez tellement légitimé pour parler de sa part. Vous vous croyez tellement légitimé pour parler au nom de Gbagbo. Vous êtes qui, vous? Vous êtes des enfants? Vous attendez que Gbagbo vienne vous laver? Gbagbo ne devait même pas rire avec vous. De quel droit vous pensez que vous êtes légitimé en son nom pour parler de lui? Pour parler de son nom? Vous croyez que ce que vous faites, on appelle ça une lutte? Détrompez-vous. Parce que votre discours est simple. Libérer Gbagbo va venir nous sauver. Et donc si on ne le libère pas, on fait quoi? Pour l'instant, on n'a pas encore libéré. On fait quoi? Quel est votre plan B? Donc, je comprends que vous êtes allé dans la nouvelle école ivoirienne qui ne produit rien de bon. Ça, je vous le concède. Mais je voudrais qu'on élève le niveau du débat. Aujourd'hui, le constat que le REVA se fait, parce que nous revenons maintenant à notre projet de développement, le constat que le REVA se fait, c'est qu'il faut intégrer les populations autochtones au développement. À la limite, pour rendre ma phrase plus simple, il faut laisser les populations autochtones
qui connaissent leurs propres besoins, les mettre en place et les faire croître. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire en Côte d'Ivoire. Et quand je parle de ça, mon visage s'illumine de joie. C'est que dans chaque village ou groupement de villages, il y a ce qu'on appelle une mutuelle de développement. Dans chaque village, en Côte d'Ivoire, il y a au moins 8000 villages. Dans chaque village, il y a une mutuelle de développement. Souvent, il y en a 3. Parce qu'il y a celle des femmes, celle des jeunes, et puis l'autre qui regroupe les adultes. Les jeunes fourbissent leurs armes. Après, ils passent dans la mutuelle des grands. Ça veut dire que le développement est un souci permanent de chaque citoyen de Côte d'Ivoire. Le développement est un souci permanent de chaque citoyen de Côte d'Ivoire. Parce que les premiers dimanches de chaque mois, c'est comme si la Côte d'Ivoire s'arrête parce que cadres, auprès de leurs frères et sœurs, ils sont dans des assemblées pour discuter du développement de leur village, de leur région. Comment ne pas intégrer ces hommes et ces femmes dans le développement? Aujourd'hui, vous allez dans la Côte d'Ivoire, il y a des châteaux d'eau construits par des mutuelles de développement. Je parle de ça avec un cœur joyeux. Aujourd'hui, vous allez dans des villages, il y a des centres de santé équipés avec ambulances, construits par des mutuelles de développement. Donc, le développement est intégré dans le cœur de notre peuple. Alors nous disons, en réalité, qu'est-ce qui leur manque à notre peuple? Ce sont les moyens financiers. À l'époque, le président Laurent Gbagbo a tenté une approche. Il a parlé de décentralisation et il a parlé des conseils régionaux, départementaux et tout ça. Mais depuis Oufoué, ça existait de toute façon, conseil régional et autres, les mairies. Le problème, c'est que ces outils sont trop politisés. Ces outils étant trop politisés, ça rend le développement lourd. Et ce qui nous est donné de constater en tant que citoyens, en définitive, le conseil régional, la mairie, le conseil départemental et autres, ne sont plus des outils de développement en tant que tels, mais sont des caisses à sous du parti au pouvoir, ou bien du parti politique qui a remporté l'élection. Vous comprenez? C'est ça. Donc, le développement politisé n'arrange pas la Côte d'Ivoire. Donc, il faut enlever cette forme de développement. Il faut ramener le développement dans la main des enfants de la Côte d'Ivoire. Donc, nous faisons la proposition suivante. Nous disons au REVAS qu'il faut diviser la Côte d'Ivoire en 12 gouvernorats. C'est-à-dire, vous voyez là, on a fait des recoupements en tenant compte de la culture des peuples. Donc, nous avons choisi de faire un découpage en 12. Nous les appelons des gouvernorats. Pourquoi 12? Parce que, comme nous parlons de retour aux valeurs sources, nous voulons forcément insister sur une année, sur la culture, pardon. Donc, l'année comptant 12 mois, chez nous en Côte d'Ivoire, nous voulons qu'un clin d'œil régulièrement soit fait par mois à un gouvernorat. Par exemple, les noms peuvent changer, mais nous avons par exemple le gouvernorat du Zanzan.
Parce qu'il est déjà un territoire grand. À lui seul, il va faire un gouvernorat. Ils vont choisir, parce que tous les 12 gouvernorats vont travailler, ils vont choisir. Ils auront leur journée culturelle. Pas journée, le mois culturel. Et comme chaque gouvernorat doit avoir son mois culturel par an, nous avons pensé que découper en 12 est meilleur. Ce qui fait que chaque année, quand le mois arrive, on sait que c'est le mois du Zanzan. Les conseils des ministres seront faits là-bas, pendant le mois. La Côte d'Ivoire vivra au rythme du Zanzan. Après, on changera. Le mois qui suit, ça peut être celui de Denguele, par exemple. Ouais, ça peut être celui des savanes. Voilà, celui de la vallée des Bandamans. Chaque mois. Pour obliger le gouvernement à être plus proche de ses administrés, à vivre au rythme de sa société. Voici les raisons pour lesquelles on décompose en 12 mois. Maintenant, dans tous les cas, le peuple avisera. Nous, on vient avec le projet, on propose. Maintenant, comment l'organiser? Puisque nous avons la conviction, et là, c'est à 100%, que les Ivoiriens eux-mêmes sont intéressés déjà par leur propre développement. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Nous disons, dans les découpages signifiés, il faut renforcer les mutuelles de village et de groupements de village. Il faut les renforcer. Parce que ce sont ces mutuelles-là qui seront la base. Et il faudra que ces mutuelles de village se mettent ensemble pour créer une mutuelle centrale au niveau de chaque sous-préfecture. Donc, il faut renforcer les mutuelles de village. Et comme des personnes morales, ces mutuelles vont adhérer à la mutuelle de la sous-préfecture. Et donc, dans le gouvernorat, il y aura autant de sous-préfectures que de mutuelles centrales. C'est à ces mutuelles centrales de s'organiser. Au début, nous pensions à ce que les mutuelles centrales proposent les projets de développement que l'État va élire. Mais ça a évolué. On s'est dit pourquoi. Il faut laisser les présidents des mutuelles centrales là se proposer comme candidats et par équipe, comme ils vont s'affronter sur leur propre territoire, proposer leur projet de développement, tout en sachant que l'État va leur soutirer un certain nombre de choses, ou disons va leur alléger la tâche sur un certain nombre de choses. C'est-à-dire, ce qu'on appelle communément les grands travaux ne seront pas de leur ressort. Mais les histoires de construction d'écoles, d'universités, d'hôpitaux et autres seront de leur ressort. Donc, ce que nous disons, par exemple, quand nous prenons le gouvernorat du Zanzan, nous voyons là qu'on a, je compte rapidement, mais on a un certain nombre de sous-préfectures. D'autres en ont été créés, donc, parce que le papier est un peu vieux. Peut-être qu'ils ont globalement 20 sous-préfectures. Ça fait 20 mutuelles centrales. Ces 20 mutuelles centrales-là vont se mettre ensemble. S'ils le veulent, c'est leur choix. Pour écrire un projet de développement de chez eux. Mais ils peuvent s'affronter aussi dans une saine émulation et confronter leur projet de développement sur leur propre territoire. L'électorat sera constitué des membres des mutuelles. Celui qui gagne sera le gouverneur sur le point purement développement. Nous proposons qu'il anime un gouvernement. On a proposé là, c'est dans le projet c'est dans notre projet de développement, on a proposé là un démembrement de 8 postes ministériels pour ce président de gouvernorat. Nous les appelons les ministres conseillers des gouvernorats. C'est-à-dire qu'il aura un poste agriculture et environnement, un poste infrastructure et transport, un poste économie et finances, éducation, formation, communication et relations extérieures, santé et éducation sanitaire, sécurité et protection civile,
promotion de la culture et du tourisme. Donc, ce sera à eux de s'organiser pour se vendre. Ce sera à eux d'acquérir de l'argent. Mais nous notons que lorsque le président Laurent Gbagbo a parlé de sa décentralisation, il avait fait une proposition de donner 1 milliard de francs CFA au département. Nous disons que le premier portefeuille des gouvernorats, ça va être autant de milliards que de départements. C'est-à-dire, sous l'ancien découpage, il y a combien de départements dans leur gouvernorat? S'ils en ont 4 ou 5, l'État va leur donner, du coup, 5 milliards. En tout cas, autant de départements que de milliards. S'ils en ont droit à 5, ils auront 5. Seulement que pour la gestion, l'État va nommer l'intendant pour avoir l'œil sur la gestion de cet argent. Ça, c'est la première composante. Donc, en dehors du cabinet du gouverneur élu, qu'il peut former à sa propre guise, les postes de ministère que nous venons de citer doivent être occupés par les présidents d'autres mutuelles. Ça veut donc dire que c'est le gouvernorat comme un conseil qui se réunit pour son développement. Il y a 2 autres axes pour venir les aider. Le second axe pour les aider, c'est la diaspora. Il est temps que nous invitons correctement la diaspora à nous apporter intelligence, finance, savoir-être et savoir-faire. Donc, lorsque nous prenons le gouvernorat du Zanzan, par exemple, nous allons nous adresser à toute la population du Zanzan qui se trouve dans la diaspora pour leur demander de nous apporter appui financier, appui technique pour que la zone là se développe. Est-ce que vous comprenez? Ils peuvent venir faire des opérations immobilières, ils peuvent venir créer des affaires, ils doivent nous aider, ils peuvent nous apporter l'argent. Ce sera au gouverneur, parce que nous mettons cette politique en place, d'entrer dans son application et de voir comment la diaspora peut lui venir en aide. Ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, ce sont les ambassadeurs. Dans le monde entier, nous avons des ambassadeurs plénipotentiaires qui sont installés. Nous avons des consulats par endroit. Ce que nous disons, c'est que nous voulons diviser notre grand groupe d'ambassadeurs en 12 groupes. Et par un tirage au sort, on va définir un parrainage. Chaque gouvernorat sera parrainé par un groupe d'ambassadeurs. Ils doivent s'organiser depuis leur pays où ils sont pour apporter de l'aide au gouvernorat. L'avantage, c'est que si c'est ce projet que le peuple de Côte d'Ivoire agrée, systématiquement, les 12 gouvernorats seront en chantier. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un développement importé. Ils connaissent leurs besoins. Ceux qui pensent que c'est les centres de santé qui sont prioritaires parce que c'est eux qui vivent là et qui connaissent leurs besoins, ils commenceront par les centres de santé. Ils solliciteront dans ce cas les ambassadeurs qui les parrainent pour leur venir en aide. Ils solliciteront leur diaspora pour leur venir en aide, étant entendu que comme c'est devenu une politique de la Côte d'Ivoire, il leur sera facile de déplacer le matériel qu'ils doivent avoir de là-bas. Les exonérations peuvent être faites et doivent être faites de sorte que, voilà, il y ait déplacement facile pour venir soutenir. Chaque gouvernorat, s'ils estiment que, en fonction de la population des élèves, ce qui urge, c'est une construction de 2 ou 3 lycées, ils vont le faire. Ou bien d'université, ils vont le faire. C'est à cette conscience du développement national que nous voulons arriver. Parce que l'ADN du développement est déjà dans notre peuple. Je ne veux pas dire que moi, en tant que président,
j'ai la science infuse du développement, alors que des gens au quotidien, 12 mois sur 12, réfléchissent à comment développer chez eux. Il faut leur tendre la main, il faut leur donner les moyens. C'est le principe qui est là. Mais soyons humbles. Peut-être que les présidents des mutuelles viendront me voir pour dire « Oui, nous y avons pensé, mais voici la méthode que nous voulons. » Nous sommes tous de ce peuple. Si il se trouve que c'est leur méthode qui est meilleure, l'essentiel, il faut leur retourner le développement. Si leur méthode est meilleure, on rend ça national. Voilà notre projet de développement. À partir de ce moment, les grands projets, comme des centrales d'énergie solaire par exemple, parce que nous pensons que Dieu nous donne le soleil gratuitement, il est temps que l'énergie devienne moins chère chez nous. On a des grandes périodes, des grandes superficies, en Côte d'Ivoire ici, où on a pratiquement 14 heures à 16 heures de soleil par jour. On doit pouvoir en profiter. Voilà, le centre, le nord peuvent abriter ce type de choses pour donner de l'électricité moins chère. Même si on n'est pas en train de bannir l'électricité de la houille blanche, je veux dire des barrages hydroélectriques. Voilà. Mais il faut de plus en plus alléger les charges des populations. Donc les grands travaux comme les autoroutes, comprenez? Voilà. La sécurité nationale, la sécurité sur nos frontières. Donc l'État va s'alléger ainsi la tâche. L'État va s'alléger la gestion globale du budget. L'État pourra se concentrer sur la planification. L'État va se concentrer, vous voyez, sur ces grands projets. Au moment où il n'a pas grand-chose à faire, il sera plus efficace. Pendant ce temps, le peuple est en mouvement au niveau des gouvernorats par leur structure de développement, et eux aussi, ils vont se mettre en branle. On ne peut pas quitter Abidjan pour savoir de quoi Rogayo a besoin. Mais à Rogayo, on sait de quoi on a besoin. Le rôle, donc, régalien du pouvoir exécutif serait donc de contrôler cela, de veiller à ce que l'argent qu'on met à leur disposition, ils ne volent pas, évidemment, en ayant un État qui lui-même ne vole pas. Voici ce que le REVAS propose comme projet de développement. Parce que nous croyons profondément dans les citoyens de notre pays qui ont appris eux-mêmes à faire le développement. Le développement se trouve dans le cœur de l'Ivoirois. Ce qui lui manque, ce sont les moyens. Ce qui lui manque, ce sont souvent des relations. Mais c'est avec satisfaction que je me réjouis de l'engouement que le développement suscite auprès de nos populations. Monsieur le secrétaire d'État, je voudrais vous saluer en espérant que c'est vous-même. Si c'est quelqu'un qui gère votre page, alors qu'il se charge de vous dire bonjour de ma part. Quand l'opportunité nous sera donnée, nous passerons vous saluer, chers frères. En tout cas, félicitations pour votre nomination. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc voici ce que nous proposons comme projet de développement. Parce que ce qui nous retarde et nous tue, c'est la politique politicienne. Profitons pour faire un clin d'œil, puisqu'on est encore dans notre temps, à la députation. Et vous comprendrez profondément ce que j'ai dit. Quand vous regardez l'univers de l'Assemblée nationale, ce n'est plus une Assemblée nationale. C'est une assemblée partisane. Mieux, c'est une assemblée de représentants de partis politiques. C'est difficile de percevoir cela, parce que les gens veulent rester au rez-de-chaussée de la pensée. Ils ne veulent pas élever la conscience. Vous avez un candidat qui vient devant vous, il dit « Je suis candidat pour être député, mais je serai député PDCI ». Traduisons la phrase. Il dit « Je serai député PDCI ».
Traduisons la phrase. Député veut dire représentant. Donc il vient pour vous dire, votez-moi. Mais je serai le représentant du PDCI. Mais vous voyez, avant que je ne me mette à vous expliquer ces choses, vous ne comprenez pas. Donc quand il est élu, il représentera qui? Le PDCI. Il prendra ses ordres où? À Daoukro. Il rendra compte à qui? À Bédié. Et vous qui l'avez élu, par exemple à Didier Vi, ou à Saint-Fra, ou à Divo, ou à Dabou, est-ce que vous pouvez le voir? Donc vous êtes un peuple dont les déshydratats ne seront jamais pris en compte. La faute est à qui? À vous-même les électeurs, qui n'avez pas pris conscience pour comprendre ce qu'il est venu vous dire. Ce que j'ai dit est vrai pour tout le monde. Quand il dit qu'il est candidat RDR, c'est forcé pour aller rendre compte à son président de parti. C'est pour prendre ses ordres chez son président de parti. Donc l'Assemblée n'est plus une Assemblée nationale. L'Assemblée devient donc une assemblée de représentants de partis politiques. Une assemblée de partis politiques. Le débat se fait selon les intérêts des chefs des partis politiques. Donc quand bien même il a été élu à Saint-Fra, on dirait le député PDCI de Saint-Fra. Oui, ceux-là ils vont arriver. C'est pas grave. Tu vas regarder le début en différé. Donc il vous dit clairement, je suis le député PDCI élu à Saint-Fra. Ce que Saint-Fra veut ne l'intéresse pas. Ce que Oumé veut n'intéresse pas. Ce que Katiola veut, Korogo veut, Odiene veut, Bundiali veut, ne l'intéresse pas. Parce qu'il n'est pas le député de Bundiali. Il est le député, peut-être FPI, de Bundiali. Donc à Ouagayo, il ira prendre ses ordres. À Ouagayo, il ira rendre compte. C'est la même chose qui se passe au niveau des mairies. On peut peut-être en saluer quelques-uns s'ils ont réussi. Mais lorsque nous connaissons le rôle régalien des maires, je n'en trouve pas un encore en Côte d'Ivoire qui a réussi. Parce que entre aller soutenir son parti avec l'argent qu'il a dans la caisse, entre organiser des fêtes pour citer le nom de son gourou, le marché n'est pas balayé. Vous comprenez? C'est pourquoi dans nos propositions, nous disons, mais ok, peut-être qu'en France on fait ça. Peut-être qu'aux États-Unis on fait ça. Mais est-ce que nous, à l'âge où nous sommes, je parle de notre pays, est-ce qu'à notre âge là, est-ce qu'on est obligé de mettre les partis politiques dans les mairies? Parce que ça plombe le développement. Est-ce qu'on est obligé d'avoir des partis politiques à l'Assemblée nationale? Parce qu'on se rend compte, en fonction de ce que je vous explique, que le peuple lui-même n'est pas représenté. Et donc, si le peuple n'est pas représenté, pourquoi nous-mêmes, en tant que peuple de Côte d'Ivoire, nous ne prenons pas conscience pour dire, ok, désormais, plus de politique politicienne au Parlement. Nous, en tant que peuple, nous voulons véritablement être représentés. C'est-à-dire, nous, le peuple de Didier Vi, on s'élève, on dit, on ne veut pas qu'il y ait ici candidat de ceci ou de cela. Notre député doit être député de Didier Vi, mais non député RHDP de Didier Vi. Ce que je dis est valable. On ne doit pas dire le maire RDR de Korogo. Il n'est pas le maire RDR. RDR, c'est un parti infime à l'intérieur de la population de Korogo. Donc, il est le maire de Korogo, un point, un trait, sans coloration partisane. Il est le député de Daoukro, un point, un trait, sans coloration politique. De sorte que, comme nous proposons en l'espèce, il est obligé de créer un parlement local. Il est obligé de créer un parlement local dans lequel il viendra à Dabou
en tant que président de ce parlement local, parce que c'est lui qui a été élu comme député, mais il aura des gens de toutes les couches socio-professionnelles de Dabo qui vont siéger dans son parlement local. Et c'est là qu'il va recevoir ses ordres et son vote. C'est là qu'il va venir rendre compte de son travail. On n'a pas besoin de copier des États-Unis. On n'a pas besoin de copier de la France ou de l'Angleterre. Nous avons les mêmes cerveaux qui sont de couleur grise. Nous avons les mêmes neurones qui ne tiennent pas compte du soleil ou de la neige. Il nous est demandé seulement d'être capables de produire de la réflexion au service de notre peuple. Et là où j'ai honte, quand je vois ma génération à moi soutenir et applaudir des gens qui ont 75 ans, comme Ouattara, comme Bédié, comme Gbagbo, cela prouve que vous êtes incapables de proposer. Et donc vous les prenez pour des dieux. Ils ont atteint leurs limites. Alors je vais vous voir vous égosier après sur Internet. Oui, le docteur Israël, il est contre l'opposition. D'abord, je ne crois pas en l'opposition. Et je méprise l'opposition. Le mot, je méprise l'opposition. Parce que vous voyez, là encore, vous manquez de tact politique et d'intelligence. Dites-moi, pour ceux de nos frères qui sont en ligne, qui sont en Europe, est-ce que vous entendez le mot opposition en Europe? Est-ce que vous avez une fois entendu le mot parti d'opposition en Europe? Là-bas, prenons l'exemple de la France, tout près de là. Quand ils parlent, ils disent quoi? FN, RPR, LP. Parce que chaque parti politique travaille à apporter au pays. Crois-moi, je vais te soutenir. Solange. Là-bas, ils ne parlent pas de parti d'opposition. Parce qu'il va s'opposer à quoi? Le pouvoir appartient au peuple. Donc tu t'opposes à qui, en réalité? Bannissons ces mots de notre langage. Bannissons les mots comme opposition, parti politique d'opposition. Bannissons ça. Parce qu'ils nous ont prêté ces mots. Chaque mot a un contenu. Le contenu du mot provoque des comportements. Le contenu du mot provoque des comportements. Tu as été créé parti d'opposition. Donc systématiquement, tu es un opposant. Moi, je suis opposant à qui? J'ai un projet que je présente au peuple. Si le peuple n'est pas d'accord, il n'accepte pas, je m'oppose à qui? Le peuple dit, c'est le plan de Y qui est bon. C'est pour ça qu'on l'a élu. Moi, je m'oppose à quoi? Vous voyez, on nous a abrutis. Et nous avons accepté. Quand vous allez aux États-Unis, on vous parle de partis d'opposition. On vous parle des conservateurs. On vous parle des républicains. Changeons de langage. Le REVAS est un parti politique. Il prône le retour aux valeurs sources. Le REVAS dit, pour réussir à avancer, il faut qu'on se fonde sur nos propres valeurs. Le REVAS dit, répondons aux besoins de la population. C'est ça qui va provoquer le développement. Le REVAS dit, voici les députés qu'il nous faut pour que le peuple exerce son pouvoir souverain. Le REVAS dit, abandonnons la politique politicienne dans nos représentations. On dit, il ne faut pas que l'exécutif constitué par le président de la République nomme les juges. Il a pouvoir sur eux, il en abuse. On dit, il ne faut pas qu'il nomme le président du Conseil constitutionnel. Parce que le président du Conseil constitutionnel est un arbitre qui doit dépendre du peuple, mais pas d'un président. C'est ça qu'on vous propose. C'est ça qu'on propose. Mais on peut faire momentanément, et le mot que j'aime utiliser, c'est conjoncturellement. On peut faire conjoncturellement de l'opposition. Un exemple. Imaginons que le gouvernement introduit un projet de loi sur l'avortement. Je suis contre. Notre parti politique va en discuter. On a une position commune. Si on est contre, tant que la loi n'est pas votée, nous on fait du bruit pour que les députés ne votent pas cette loi. C'est ça qu'on appelle faire de l'opposition. Mais le jour où ils sont allés se réunir, qu'ils ont voté la loi,
Quand la loi est votée, tout le monde se soumet à cette loi. On range nos pancartes jusqu'à ce qu'on trouve un lendemain meilleur. Peut-être pour changer l'exécutif et remettre le débat sur la table. C'est comme ça qu'un pays doit avancer. Si on veut mettre une loi sur l'homosexualité, on s'oppose à la loi tant qu'elle n'est pas votée. On peut demander à parler au Parlement là-bas. On fait des meetings. On fait des déclarations. On fait des conférences de presse. On peut même rencontrer des députés individuellement pour faire du lobbying sur notre position. Après, ils vont siéger. S'ils ont voté la loi sur l'homosexualité, mais la loi est soumise à tout le monde. Alors, tu vas attendre qu'on vote la loi, tu deviens un opposant à quoi? Poussez votre réflexion en avant. Bon, permettez-moi de lire ce qui est écrit là. Parce que je ne trouve pas ça très intelligent. Je vais critiquer ça et puis on termine l'émission. Il dit, je ne vais pas citer son nom, il dit, on ne s'oppose à quelqu'un, mais on s'oppose au parti qui est au pouvoir et qui dirige les affaires du pays. Bon, le parti qui est au pouvoir et qui dirige les affaires du pays, on s'oppose à lui pour faire quoi? Vous voyez, c'est... Mais je vous éclaire pour que vous compreniez que c'est la même chose exactement qui s'est passé quand Gbagbo était au pouvoir. Et cette opposition a créé ce que vous connaissez parce que c'est un mauvais principe. C'est la même chose que Gbagbo a fait contre Oufoué. C'est un mauvais principe. Ils ont fait ça contre Bédié. C'est un mauvais principe. Voilà. C'est un mauvais principe. Oui, mais Nougou Naweli, je suis d'accord avec toi. Il y a eu boycott actif, donc quelqu'un l'a initié. Après, tu dis que Bédié a tiré sur les gens qu'on peut appeler le mardi noir. Bon, quand je parle là, je n'ai pas encore dit que Bédié est bon, que Gbagbo est mauvais. J'ai dit les deux sont mauvais. Donc quand tu fais cette sortie, ça veut dire que tu m'as écouté sans me comprendre. Et j'ai dit, les deux là, enlevons-les. Parce qu'ils vont continuer à se battre, ils vont détruire notre pays. Ou bien, c'est ça que j'ai dit. C'est toi qui ne comprends pas mon discours. Et tu penses que tu es opposé à moi. Ils ont refait la même chose. Quand Bédié aussi est parti créer le RRDP et qu'ils sont venus s'opposer à Gbagbo, est-ce que l'armée loyaliste n'a pas tiré sur les hommes aussi? Parce que vous voyez, quand il y a mort d'hommes,